Nous sommes en 1849, au cœur de la Géorgie, sur une plantation de coton isolée du reste du monde. L'air y est lourd, épais de chaleur et de l'odeur de la terre humide. Des rangées infinies de cotonniers étendent jusqu'à l'horizon, un océan blanc de travail forcé sous un soleil de plomb. Au centre de ce domaine se dresse un grand manoir blanc, élégant mais sinistre, contrastant violemment avec les cabanes misérables où les esclaves s'entassent. Cet univers est le royaume absolu d'un seul homme, Augustus Blackwood. Âgé de 50 ans, c'est un homme grand et robuste, dont le visage est marqué par une cruauté froide et un mépris permanent. Il ne marche pas, il patrouille. Chaque pas qu'il fait sur ces terres est un rappel de sa puissance, une affirmation que chaque âme, chaque plante et chaque grain de poussière lui appartient. Pour lui, les hommes et les femmes qui travaillent ces champs ne sont pas des êtres humains, mais des outils, des biens à utiliser jusqu'à l'épuisement complet. La tragédie qui allait tout changer éclata par une journée ordinaire, sous ce même soleil implacable. La famille de Samuel, un esclave respecté pour sa force tranquille, fut accusée d'un acte d'insubordination. Sa femme, Sarah, aurait osé répondre à un contremaître, un geste considéré comme une rébellion intolérable. Pour Augustus Blackwood, ce haine n'était pas une simple offense, mais une fissure dans l'aile, édifice de sa tyrannie, une fissure qu'il se devait de combler avec du sang pour que la peur maintienne l'ordre. Sans procès, sans pitié, il ordonna que Sarah et ses 2 jeunes enfants soient punis de manière exemplaire. Devant tous les autres esclaves, rassemblés de force pour assister à la leçon, la famille de Samuel fut exécutée. Augustus Blackwood observa la scène depuis le porche de son manoir, un verre à la main, son visage impassible ne trahissant aucune émotion autre qu'une satisfaction glaciale. L'exemple avait été donné, et le silence qui suivit était plus assourdissant que n'importe quel cri. Après l'exécution, une chape de terreur s'abattit sur la plantation. Personne n'osait lever les yeux, personne n'osait murmurer. La cruauté de l'acte n'était pas une surprise, mais sa nature publique et son ciblage d'une famille entière avaient glacé les âmes jusqu'à la moelle. Augustus Blackwood descendit les marches de son porche, s'avançant lentement vers la foule silencieuse. Il ne cria pas. Sa voix, calme et mesurée, était encore plus terrifiante. Il expliqua que l'ordre avait un prix, et que la désobéissance, même la plus infime, serait toujours payée par la souffrance. Il regarda Samuel, qui se tenait debout, anéanti, le regard vide, incapable de réagir face à l'horreur. Pour Blackwood, la destruction de cette famille était qu'une simple gestion de ses biens, une manière de s'assurer que sa propriété resterait docile et productive. Il se retourna et repartit vers son manoir, laissant derrière lui une communauté brisée, et un homme dont le cœur venait de mourir avec les siens. Le monstre avait montré son vrai visage, et personne n'oublierait jamais. Si le début de cette histoire vous a touché, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un j'aime sur cette vidéo, et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans les jours qui suivirent, Samuel devint une ombre. Le choc et le chagrin l'avaient vidé de toute substance, le laissant comme une coquille vide, un corps qui respirait encore mais dont l'âme avait été arrachée. Il ne pleurait plus, ne parlait plus, ne mangeait presque pas. Il passait ses journées assis, près des tombes fraîchement creusées de sa femme et de ses enfants, le regard perdu dans le vide. Les autres esclaves, paralysés par la peur, n'osaient pas s'approcher de lui, lui adressant seulement des regards pleins de pitié et d'effroi. Pour eux, Samuel était déjà un fantôme, un homme hanté par une tragédie si immense qu'elle semblait avoir effacé son existence même. Sa force, autrefois source de respect, était maintenant perçue comme une fragilité dangereuse. Dans cet univers où la seule valeur d'un homme résidait dans sa capacité à travailler, un homme brisé était un homme inutile, une charge, et pire encore, un mauvais exemple pour les autres. Augustus Blackwood l'observait de loin, non pas avec compassion, mais avec un agacement croissant. Au matin du 3e jour, la cloche qui appelait au chant sonna avec sa brutalité habituelle. Tous les esclaves se dirigèrent en silence vers les rangées de coton, la tête basse, sauf un. Samuel ne bougea pas de sa place près des tombes. Le contremaître s'approcha, lui hurla des ordres, puis le menaça de son fouet, mais Samuel ne réagit pas. C'est ce qu'au était comme frapper une pierre. Finalement, Augustus Blackwood lui-même descendit de son manoir, son pas lourd résonnant sur la terre battue. Il se posta devant Samuel, le regardant de haut avec un mépris glacial. Il ne voyait pas un père en deuil, mais une insubordination flagrante, un défi direct à son autorité absolue.
Le silence de Samuel était plus assourdissant qu'un cri de révolte. Pour Blackwood, permettre à un esclave de refuser le travail, même par chagrin, revenait à admettre qu'il avait une volonté propre, une humanité. Était une idée qu'il ne pouvait tolérer, car elle menaçait les fondations mêmes de son monde et de sa fortune. Augustus Blackwood convoqua alors tous les esclaves. Il les fit se rassembler autour de Samuel, qui restait impassible, comme s'il n'appartenait plus à ce monde. D'une voix calme et posée, qui rendait ses paroles encore plus terrifiantes, Blackwood annonça la punition. Il expliqua que puisque Samuel refusait de servir la plantation de son vivant, il la servirait dans sa mort. Il ne serait ni pendu ni fouetté jusqu'à la mort. La punition devait être symbolique, une leçon gravée dans la mémoire de tous. Il ordonna qu'un trou soit creusé, juste assez grand pour un homme, mais peu profond. Samuel, annonça-t-il, allait être enterré vivant. Un murmure d'horreur parcourut la foule, mais il fut immédiatement étouffé par la peur. L'idée était d'une cruauté inimaginable, une mort lente, silencieuse, sous le poids de la terre qu'il avait refusé de travailler. Était le châtiment ultime, la négation totale de l'existence, une façon de dire que même son corps ne lui appartenait pas. Deux esclaves, les mains tremblantes et les larmes silencieuses coulant sur leurs joues, furent forcés de creuser la fosse. Samuel ne se débattit pas lorsqu'on le saisit. Il n'opposa aucune résistance quand on le jeta dans le trou. Il se laissa faire, son regard toujours vide, fixé sur un ciel qui lui était devenu indifférent. Les autres esclaves, contraints de regarder, détournaient les yeux, incapables de soutenir la vue de cette abomination. Puis, sur l'ordre de Blackwood, ils commencèrent à jeter la terre sur lui. La première pelletée de terre frappa sa poitrine avec un son mat. Puis une autre, et encore une autre. Lentement, son corps fut recouvert. La lumière du jour diminua, remplacée par l'obscurité et le poids écrasant de la terre. Bientôt, seul son visage fut visible, puis plus rien. La terre continua de s'accumuler, formant un petit monticule là où un homme venait d'être effacé du monde. Augustus Blackwood observa chaque seconde, s'assurant que sa volonté soit exécutée à la perfection, son visage impassible trahissant une satisfaction froide. Une fois la tâche terminée, un silence de mort pesa sur la plantation. Le monticule de terre fraîche était la seule preuve du drame qui venait de se jouer. Blackwood fit un dernier discours, rappelant à tout le prix de la désobéissance et l'importance de l'ordre. Il se retourna ensuite et remonta vers son manoir, convaincu d'avoir éteint la dernière étincelle de rébellion. Les esclaves furent renvoyés à leur cabane, le cœur lourd de terreur et de désespoir. Mais ce que personne ne vit, pas même le tyran dans sa demeure, était une petite silhouette qui avait tout observé depuis une fenêtre du deuxième étage. Était Thomas, le jeune fils d'Augustus, le visage pâle, les yeux écarquillés d'une horreur qui allait changer le cours de son existence. Il avait vu son père commettre l'irréparable, et cette image de l'homme enterré vivant allait hanter ses nuits, et semer dans son jeune esprit les graines d'une culpabilité insoutenable. La nuit tomba sur la plantation Blackwood comme un linceul. Dans le grand manoir, Augustus sirotait son brandy, le regard fixé sur les ténèbres par la fenêtre de son bureau. Il ne voyait pas le monticule de terre fraîche qui marquait la tombe de Samuel, mais il en sentait la présence, comme un monument à son propre pouvoir. Pour lui, la journée avait été une réussite. L'ordre avait été restauré par une démonstration de force absolue, et le silence qui régnait maintenant sur les quartiers des esclaves était la preuve de son succès. Chaque âme sur cette terre savait désormais qu'il n'y avait aucune limite à sa cruauté, aucune ligne qu'il ne franchirait pas pour maintenir sa domination. Il était convaincu d'avoir brisé non seulement le corps d'un homme, mais aussi l'esprit de tous les autres. Il s'endormit cette nuit-là avec la certitude tranquille d'un roi sur son trône, ignorant complètement la conscience qui s'agitait dans la chambre de son propre fils, juste au-dessus de sa tête. Sous la terre, le monde de Samuel était réduit à une obscurité totale et suffocante. Le premier choc fut le poids. Un poids inimaginable qui pressait sur sa poitrine, ses jambes, son visage, l'immobilisant complètement. L'air était rare, épais et chargé de l'odeur de la terre humide et des racines. Le silence était absolu, si profond qu'il pouvait entendre le battement frénétique de son propre cœur contre ses côtes, et le sifflement de sa respiration qui devenait de plus en plus difficile. Il n'y avait ni haut ni bas, ni jour ni nuit, seulement cette pression constante et cette certitude terrifiante être emmuré dans le néant. Chaque inspiration était un effort, aspirant un air vicié qui ne semblait plus contenir de vie. La panique commença à monter en lui, une vague glaciale qui menaçait de le submerger,
mais son corps était si comprimé qu'il ne pouvait même pas trembler. Il était prisonnier de la terre, un sarcophage vivant. L'instinct de survie puissant et primaire tenta de prendre le dessus. Samuel essaya de bouger ses doigts, de plier un genou, de tourner la tête, mais la terre compacte ne céda pas d'un millimètre. Était comme être pris dans du béton. Il ouvrit la bouche pour crier, mais le son fut étouffé, absorbé par la masse de terre qui remplissait ses oreilles et pressait contre ses lèvres. Seul un grognement sourd et guttural parvint à s'échapper, un son que personne ne pouvait entendre. La frustration se transforma en rage impuissante. Il se débattit mentalement, imaginant ses muscles se contracter, ses bras brisant cette prison de terre, mais son corps ne répondait plus. L'air se raréfiait à chaque seconde, ses poumons brûlaient comme s'ils étaient en feu, et des points noirs commencèrent à danser devant ses yeux, même dans l'obscurité la plus complète. La lutte était vaine, il le comprenait maintenant. La terre était son ennemi, et elle était en train de gagner. Alors que son corps abandonnait la lutte, son esprit fut assailli par les souvenirs. Il ne revit pas les moments heureux, les rires de ses enfants, ou le sourire de Sarah. Au lieu de cela, il fut forcé de revivre leur exécution, encore et encore. Il voyait le visage du contremaître, le regard vide d'Augustus Blackwood, et surtout, les yeux terrifiés de sa famille dans leurs derniers instants. La douleur, plus aiguë que la suffocation, déchira ce qui restait de son âme. Le chagrin était un poison plus mortel que le manque d'air. À cet instant, dans cette tombe prématurée, la mort ne lui semblait plus être une ennemie, mais une libération. Une porte de sortie pour mettre fin à cette agonie insupportable. Une chance de rejoindre enfin ceux qu'on lui avait arrachés. Il cessa de se battre pour l'air. Il ferma les yeux, se laissa sombrer, et attendit la fin, espérant que l'au-delà lui offrirait la paix que ce monde lui avait si brutalement refusée. Si cette histoire vous tient en haleine, pensez à vous abonner pour ne pas manquer ce qui va suivre. Pendant ce temps, dans sa chambre au 2e étage du manoir, Thomas Blackwood était assis sur son lit, le corps tremblant, incapable de trouver le sommeil. Par la fenêtre, il pouvait deviner la forme sombre du monticule de terre sous la lueur blafarde de la lune. L'image de Samuel, le visage calme et résigné alors que les pelletées de terre le recouvraient, était gravée dans son esprit. Il entendait encore le son mat de la terre frappant le corps de l'homme. Chaque craquement du plancher dans la maison, chaque bruissement du vent dans les arbres lui faisait sursauter. Il avait peur, mais ce qu'Omen n'était pas seulement la peur de son père. Était une peur plus profonde, mêlée à une culpabilité écrasante. Il avait regardé, il n'avait rien dit, rien fait. Il était le fils du monstre, et le silence faisait de lui un complice. Cette pensée le rongeait de l'intérieur, plantant en lui la graine d'une décision qui allait à l'encontre de tout ce qu'on lui avait appris. Les heures écoulèrent lentement, une éternité pour l'enfant tourmenté et pour l'homme qui se mourait sous terre. Pour Samuel, la conscience devenait une chose lointaine et fragmentée. Le besoin d'air avait laissé place à une étrange léthargie, une sensation de flottement dans un vide froid. Les images de sa famille s'estompaient, remplacées par des bribes de sensations, la chaleur du soleil sur sa peau, le goût de l'eau fraîche, des souvenirs simples d'une vie qui n'existait plus. Son cœur battait de plus en plus lentement, un tambour lointain s'apprêtant à donner son dernier coup. Il ne sentait plus le poids de la terre, seulement un froid qui envahissait ses membres. Il était au seuil de la mort, un passage silencieux et solitaire, loin des yeux du monde. La punition d'Augustus Blackwood était presque achevée. L'homme que était Samuel était en train de disparaître, emporté par l'obscurité et le silence. Alors que tout semblait perdu, une dernière pensée traversa l'esprit de Samuel, claire et nette, au milieu du brouillard de l'inconscience. Ce n'était pas une image de mort ou de souffrance, mais le visage de sa femme, Sarah, souriant, tel qu'il l'avait vu le matin même de la tragédie. Était un souvenir si puissant, si plein de vie, qu'il sembla repousser les ténèbres pour un bref instant. Ce fut sa dernière pensée consciente. Puis, plus rien. Le silence devint total. Son corps cessa de lutter, sa respiration s'arrêta. Sous le sol de la Géorgie, dans une tombe anonyme creusée par la haine, Samuel était mort. C'est du moins ce que son bourreau croyait, et c'est ce que tout le monde aurait cru. Mais dans la nuit, une petite ombre se glissa hors du grand manoir, portant une lanterne et une pelle. Une ombre mue par la culpabilité et une lueur d'humanité, prête à défier un destin qui semblait déjà scellé. La petite pelle de Thomas frappait la terre compacte avec un son désespéré, presque silencieux dans l'immensité de la nuit.
Guidé par la lueur tremblante de sa lanterne, l'enfant creusait avec une frénésie née de la terreur et d'un sentiment de culpabilité insupportable. Chaque coup de métal dans le sol était une prière, une lutte contre le temps et contre l'aile, œuvre monstrueuse de son propre père. Ses mains étaient frêles, ses bras endoloris, mais il continuait, poussé par l'image de cet homme disparaissant sous la terre. Finalement, la pelle heurta quelque chose de mou. Thomas tomba à genoux et se mit à creuser avec ses mains nues, arrachant la terre humide jusqu'à ce qu'il découvre le visage de Samuel, pâle et sans vie sous la lune. Le corps était inerte, lourd comme une pierre, et un instant, le garçon crut qu'il était arrivé trop tard. Mais en collant son oreille contre la poitrine de l'homme, il perçut un battement de cœur, incroyablement faible, presque imperceptible, un murmure de vie dans un tombeau de silence. Tirer Samuel de la fosse fut une épreuve herculéenne pour un enfant de 10 ans. Le corps de l'homme était un poids mort, et Thomas dut user de toutes ses forces pour le hisser hors du trou. Une fois à l'air libre, Samuel ne bougeait toujours pas, sa respiration était un râle à peine audible. Thomas savait qu'il ne pouvait l'emmener ni au manoir, ni dans les cabanes des esclaves, où sa présence serait immédiatement signalée. Il n'y avait qu'un seul endroit, où un homme déclaré mort pouvait se cacher. Le grand marais qui bordait la plantation à l'ouest. Était un lieu redouté, un labyrinthe de cyprès et d'eau stagnante, plein de serpents et de dangers invisibles, un endroit où même les chasseurs d'esclaves fugitifs hésitaient à s'aventurer. Avec une détermination qui dépassait son âge, Thomas commença à traîner Samuel, centimètre par centimètre, loin du champ de coton, et vers l'obscurité protectrice des bois, laissant derrière lui une tombe vide, qui témoignerait bientôt d'un mystère inexplicable. Quand Samuel reprit conscience, ce fut par bribes confuses. Sa première sensation fut celle de l'air, un air frais et humide qui brûlait ses poumons meurtris. Il était allongé sur un sol inégal, entouré par les bruits étranges et inconnus du marais. Sa gorge était à vif, son corps était une seule et même douleur, mais il était vivant. Le souvenir de l'obscurité, du poids écrasant de la terre et de la suffocation le frappa avec la violence d'un coup de poing, et avec lui, l'image de sa famille. Le chagrin menaça de le submerger à nouveau, mais cette fois quelque chose d'autre se mêlait à la douleur. Une rage froide et pure. Il était revenu du seuil de la mort. Il ne comprenait pas comment, ni pourquoi, mais il savait une chose avec une certitude absolue. Sa vie ne lui appartenait plus pour pleurer, mais pour agir. Il était mort aux yeux du monde, et cette mort était devenue sa plus grande force, son armure invisible. Le bruit de pas léger le fit sursauter quelques heures plus tard. Il se tassa dans l'ombre d'un vieux cyprès, prêt à se défendre ou à fuir. Mais la silhouette qui apparut n'était pas celle d'un contremaître ou d'un chasseur. Était Thomas, le fils de son bourreau, portant une gourde d'eau et un morceau de pain volé dans les cuisines du manoir. Le garçon posa les provisions au sol, recula de quelques pas, et le regarda avec des yeux remplis d'une peur et d'une tristesse infinie. Aucun mot ne fut prononcé. Il n'y avait pas besoin. Dans le silence du marais, Samuel comprit tout. Ce n'était pas un miracle divin qui l'avait sauvé, mais l'acte désespéré d'un enfant tourmenté par la conscience. L'homme qui avait tout perdu, et le garçon qui portait le poids des péchés de son père se regardèrent, et dans cet échange silencieux, une alliance improbable, née de la culpabilité et de la tragédie, fut scellée. Les jours se transformèrent en semaines. Samuel apprit à vivre dans le marais. Il était un fantôme, une ombre qui se déplaçait sans bruit entre les arbres et les eaux sombres. La nature sauvage, autrefois une menace, devint son royaume. Il apprit à reconnaître les plantes comestibles, à suivre les pistes des animaux, à trouver les abris les plus sûrs. Son corps, autrefois brisé par le travail forcé, se renforça d'une manière nouvelle, s'adaptant à cet environnement hostile. Son esprit, cependant, subit la plus grande transformation. Le chagrin était toujours là, une braise ardente au fond de son cœur, mais il ne le consumait plus. Il le canalisait. Chaque lever de soleil lui rappelait qu'il était en vie alors que sa famille ne l'était pas, et cette pensée alimentait une détermination glaciale. La douleur était le carburant de sa nouvelle existence, une existence entièrement dédiée à un seul objectif, la destruction d'Augustus Blackwood. Si vous êtes aussi captivé que nous par cette alliance secrète, montrez votre soutien avec un j'aime, et dites-nous en commentaire comment vous imaginez la suite. Thomas était ses yeux et ses oreilles. Presque chaque nuit, le garçon se glissait hors du manoir pour le retrouver à un point de rendez-vous convenu. Il lui apportait de la nourriture, des couvertures volées, et, plus important encore, des informations. Agissant comme une petite souris invisible dans sa propre maison, Thomas écoutait aux portes, observait les visiteurs de son père, et rapportait tout à Samuel. Il racontait les conversations surprises entre Augustus et son contremaître, les plaintes concernant le prix du coton qui chutait,
les rumeurs de dettes contractées auprès de riches marchands de Savannah. Pour la première fois de sa vie, Samuel ne voyait plus seulement le tyran qui marchait dans les champs avec son fouet, mais l'homme derrière le monstre, avec ses anxiétés, ses faiblesses et ses secrets. Chaque information était une pièce d'un puzzle qu'il commençait lentement à assembler dans son esprit. Samuel écoutait, absorbant chaque détail avec une concentration intense. Lui qui n'avait jamais appris à lire ou à écrire, qui n'avait connu que le langage simple du travail et de la survie, se découvrait une nouvelle forme d'intelligence. Il commençait à comprendre les rouages du pouvoir de son ancien maître, un pouvoir qui ne reposait pas seulement sur la violence physique, mais sur l'argent, la réputation et les relations. Augustus Blackwood était un roi sur sa plantation, mais en dehors, il était un homme d'affaires avec des ennemis et des créanciers. Cette prise de conscience changea radicalement la nature de sa quête. La vengeance ne serait pas une explosion de violence, une simple confrontation physique qui ne mènerait qu'à sa propre mort. Ce serait une lente et méticuleuse démolition, une guerre menée depuis l'ombre, en utilisant les propres armes de son ennemi contre lui, la cupidité, l'orgueil et le mensonge. Un soir, Thomas apporta une information capitale. Il avait entendu son père dans une rage folle, criant après son avocat au sujet d'un certain monsieur Dubois, un autre propriétaire de plantation avec qui il était en affaires. D'après ce que le garçon avait compris, son père devait une somme considérable à Dubois, et, pour retarder le paiement, il avait falsifié des documents concernant les limites de leurs terres respectives. Était une fraude, un acte illégal, qui, s'il était révélé, pourrait non seulement ruiner financièrement Augustus, mais aussi détruire sa réputation auprès de ses pairs, ce qui était peut-être pire que la ruine elle-même. Était la première fissure tangible dans l'armure d'Augustus. Samuel sentit une lueur d'excitation au milieu de sa froide détermination. Il avait enfin un fil à tirer. Il demanda alors à Thomas de faire quelque chose de très dangereux. Essayer de trouver ces documents dans le bureau de son père. La transformation de Samuel était complète. L'esclave brisé, enterré sous la terre de Géorgie, avait laissé place à un stratège patient et impitoyable. Le marais N était plus une cachette, mais son quartier général, le centre d'une opération clandestine dont il était le seul maître. Et Thomas, l'enfant fragile rongé par la culpabilité, était devenu son espion le plus précieux, un agent infiltré au cœur même de la forteresse ennemie. Samuel n'avait plus besoin de se venger avec ses mains. Il allait utiliser son esprit, nourri par les secrets que lui livrait le fils de son bourreau. Le plan commençait à prendre forme, non pas comme un assaut direct, mais comme une toile d'araignée, invisible et mortelle. Il attendait, tel un prédateur dans l'ombre, le moment parfait pour frapper. Le fantôme de la plantation Blackwood avait commencé à tisser la toile qui allait étrangler son bourreau, et personne, surtout pas Augustus, ne le verrait venir. La mission de Thomas était aussi terrifiante qu'une traversée nocturne du marais. Chaque nuit, la grande maison était un monstre endormi, et le bureau de son père en était le cœur sombre et interdit. Poussé par une culpabilité qui lui servait de courage, le garçon attendait que les derniers bruits de pas éteignent et que le silence devienne absolu. Pieds nus, il se glissait hors de sa chambre, chaque planche du couloir menaçant de craquer et de trahir sa présence. L'odeur de cuir, de tabac et de brandy qui flottait dans le bureau était l'odeur même de son père, une odeur de pouvoir et de cruauté. Ses petites mains tremblantes fouillèrent les tiroirs, frôlant des pistolets chargés et des liasses de billets. Finalement, dans un double fond qu'il avait vu son père utiliser une seule fois, il trouva les documents. Étaient des parchemins épais, couverts d'une écriture serrée et ornés de sceaux de cire. Il ne comprenait pas les mots, mais il sentait le poids du secret qu'il tenait entre ses doigts. Il les cacha sous sa chemise et retourna dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Au cœur du marais, à la lueur d'une lanterne volée, Samuel examina les documents que Thomas lui avait apportés. Il ne savait pas lire, les lettres étaient pour lui des signes mystérieux, et sans signification. Mais il n'avait pas besoin de lire pour comprendre. Il reconnut la signature d'Augustus Blackwood, une boucle arrogante qu'il avait vue sur les registres de la plantation. Il reconnut le sceau de la famille Dubois, dont il avait aperçu le carrosse plusieurs fois. Thomas, avec sa mémoire d'enfant, lui expliqua les fragments de conversation qu'il avait entendus, les mots comme « frontière »,« fraude » et « dette ». Samuel comprit alors que ces feuilles de papier étaient une arme plus puissante que n'importe quel couteau ou fusil. Était la preuve tangible de la malhonnêteté de son maître, une fissure dans l'armure de respectabilité qu'Augustus Blackwood s'efforçait de maintenir devant ses pairs. Tenir ces documents dans ses mains, était comme tenir la clé de la cage. Il savait cependant qu'il ne devait pas l'utiliser tout de suite. Le fruit de la vengeance devait mûrir lentement. Le premier acte de sabotage fut silencieux et presque invisible.
Samuel, utilisant sa connaissance parfaite du terrain, se glissa hors du marais une nuit de nouvelle lune. Il ne se dirigea pas vers le manoir mais vers l'âle, égreneuse à coton, la machine qui était le cœur battant de la fortune de Blackwood. Avec une simple pièce de métal aiguisée, il endommagea subtilement un engrenage essentiel, une pièce profonde et difficile d'accès. Le lendemain matin, lorsque la machine fut mise en marche, elle fonctionna quelques heures avant de se bloquer dans un horrible grincement de métal torturé. La panne était grave, et la réparation prendrait des semaines, retardant toute la récolte. Augustus Blackwood entra dans une fureur noire, accusant les esclaves de négligence et ordonnant des punitions sévères. Mais la peur qu'il inspirait se mêlait désormais à une nouvelle anxiété. Les accidents se multipliaient, les outils se brisaient, le bétail tombait malade. La plantation, autrefois un modèle d'efficacité, semblait frappée par une étrange malédiction. C'est alors que Samuel lança sa deuxième offensive, une attaque non pas contre les biens, mais contre les esprits. Par l'intermédiaire de quelques esclaves de confiance qui se rendaient dans les bois pour chasser ou chercher des herbes, il fit circuler une histoire. Une rumeur murmurait le soir dans les cabanes, une histoire qui donnait la chair de poule. On disait que la plantation était hantée. Hantée par le fantôme d'un homme enterré vivant, un esprit vengeur qui ne trouverait pas le repos tant que justice ne serait pas faite. Des esclaves prétendaient avoir vu une ombre se déplacer près de la tombe vide, d'autres disaient entendre des gémissements portés par le vent nocturne. La superstition, déjà très présente, fit le reste. Le travail ralentit, les esclaves étaient nerveux, sursautant au moindre bruit. Augustus Blackwood balaya ces histoires d'un revers de main méprisant, les qualifiant de contes d'ignorants. Il ne comprenait pas que la peur qu'il avait semée était en train de se retourner contre lui, prenant la forme d'un ennemi qu'il ne pouvait ni voir ni fouetter. Si cette stratégie du fantôme vous intrigue, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour découvrir comment il va utiliser cette peur à son avantage. Avec la plantation affaiblie par les retards et la peur, le moment était venu de porter le coup suivant. Samuel savait qu'il ne pouvait pas envoyer les documents directement à Monsieur Dubois. Un esclave fugitif envoyant une lettre d'accusation n'aurait aucune crédibilité et déclencherait une chasse à l'homme massive. La manipulation devait être plus subtile. Il fit faire une copie grossière du document principal par Thomas, qui avait appris à écrire. Puis, il donna des instructions précises au garçon. Thomas devait se rendre près de la frontière nord de la plantation, un endroit où les contremaîtres des domaines voisins se rencontraient parfois pour échanger des nouvelles. Il devait laisser tomber le document, accidentellement près d'un sentier, comme s'il l'avait perdu. Le plan reposait sur la nature humaine. La curiosité et le goût pour le scandale. Un document aussi compromettant, trouvé par hasard, se répandrait comme une traînée de poudre, non pas comme une accusation, mais comme une rumeur juteuse et crédible. Augustus Blackwood sentait que quelque chose lui échappait, mais son orgueil l'empêchait de voir la vérité. Il voyait les pannes, le travail ralenti et la nervosité de ses esclaves. Mais il n'y voyait que le résultat de sa propre indulgence supposée. Sa réponse fut donc de resserrer son étreinte de fer. Il augmenta les heures de travail, réduisit les rations, et ordonna à ses contremaîtres d'user du fouet pour la moindre infraction. Il patrouillait lui-même les champs, son visage un masque de fureur contenue, cherchant un responsable à punir, un bouc émissaire sur qui décharger sa frustration croissante. Il était comme un homme essayant de éteindre un incendie avec de l'huile. Chaque acte de cruauté ne faisait qu'alimenter les rumeurs sur la malédiction de la plantation et renforcer la conviction silencieuse des esclaves que le fantôme de Samuel était à Tapra. Œuvre. Absorbé par sa tyrannie quotidienne, il restait complètement aveugle à la menace bien plus grande qui se tissait dans les cercles sociaux et financiers dont il dépendait. Le piège se refermait lentement, et Augustus n'en avait aucune conscience. Un soir Thomas revint au marais, le visage pâle d'excitation et de peur. Il avait une nouvelle cruciale. La rumeur avait fonctionné au-delà de toutes leurs espérances. Le document avait été trouvé, et l'histoire de la fraude foncière de Blackwood était parvenue aux oreilles de Monsieur Dubois. Ce dernier, déjà méfiant en raison des retards de paiement d'Augustus, était furieux. Selon ce que Thomas avait entendu son père hurler dans son bureau, Dubois avait annoncé sa visite imminente à la plantation, non pas pour une rencontre amicale, mais pour une confrontation. Il exigeait des explications, et menaçait de rendre l'affaire publique. Dans l'obscurité du marais, un sourire glacial se dessina sur le visage de Samuel pour la première fois depuis des mois. Les pièces de son plan s'assemblaient parfaitement. Le grand Augustus Blackwood, le maître tout-puissant, allait devoir faire face à un ennemi de son rang, tandis que le véritable architecte de sa chute observait depuis les ombres, attendant le moment de se révéler. Le soir de la réception,
Le manoir des Blackwood brillait de mille feux, une illusion de prospérité et de puissance qui masquait mal la panique grandissante de son maître. Augustus, vêtu de son plus bel habit, circulait parmi ses invités, un sourire forcé aux lèvres, une coupe de champagne à la main. Il tentait désespérément de négocier avec M. Dubois, un homme au visage sévère, qui ne se laissait pas impressionner par les fastes. La tension était palpable. Les invités chuchotaient, sentant que quelque chose n'allait pas. La musique de l'orchestre semblait jouer pour couvrir le son d'un empire qui se fissurait de toutes parts. Augustus Blackwood était un roi sur un trône chancelant, et cette soirée était sa dernière chance de sauver sa couronne. Il jouait le rôle de l'homme en contrôle, mais la sueur qui perlait à son front trahissait la peur qui le rongeait. Il ne se doutait pas que le véritable danger n'était pas dans les livres de contes, mais qu'il attendait son heure dans les ténèbres environnantes. Soudain les grandes portes du salon s'ouvrirent à la volée, non pas poussées par un domestique, mais par une force brute et silencieuse. Un homme se tenait sur le seuil, une silhouette que personne ne reconnut d'abord. Il était grand, couvert de boue séchée et de feuilles de marais, ses vêtements étaient que des lambeaux qui laissaient entrevoir une peau marquée par les épreuves. Ses yeux brûlaient d'une intensité glaciale dans un visage émacié. Il ressemblait à une apparition sortie de la terre, un spectre vengeur venu réclamer son dû. La musique cessa instantanément. Les conversations s'éteignirent. Un silence de mort tomba sur l'assemblée, et tous les regards se tournèrent vers l'intrus. Augustus Blackwood se figea, sa coupe de champagne lui glissant des doigts pour écrasée sur le parquet. Le sang quitta son visage, remplacé par un masque de pure terreur. Il avait reconnu l'homme qu'il avait lui-même fait enterrer des mois plus tôt. C'était Samuel. Samuel avança lentement dans la pièce, ses pas silencieux ne laissant aucune trace sur les tapis luxueux. Il ne regardait personne d'autre qu'Augustus. Quand il parla, sa voix n'était pas un cri de rage, mais un murmure rauque et profond qui porta jusqu'au fond de la salle. Augustus Blackwood, commença-t-il, chaque syllabe pesant une tonne. Vous m'avez tout pris. Ma femme. Mes enfants. Ma vie. Et vous pensiez m'avoir pris jusqu'à ma tombe. Il s'arrêta juste devant son ancien maître, qui tremblait de manière incontrôlable. Puis, il sortit de ses haillons les parchemins volés par Thomas. Mais vous n'êtes pas seulement un meurtrier. Vous êtes un voleur et un menteur. Il se tourna vers M. Dubois et lui tendit les documents. Voici la preuve que cet homme a volé vos terres, tout comme il a volé la sueur et le sang de ceux qui l'enchaînent. Augustus balbutia, tentant de le traiter de fou, d'esclave en fuite, mais sa voix était faible, brisée par le choc. Alors qu'Augustus ordonnait à ses contremaîtres pétrifiés de se saisir de l'intrus, Samuel livra le coup qui allait anéantir toute crédibilité à son bourreau. Il se tourna vers l'assemblée de planteurs et de notables, et d'une voix claire et forte, il raconta tout. L'exécution de sa famille pour une parole de trop. Son refus de travailler, paralysé par le chagrin. Et la punition. Cet homme, qui se tient devant vous et vous parle d'honneur, m'a fait creuser une fosse et m'a enterré vivant sous les yeux de tous. Un murmure d'horreur parcourut la salle. L'histoire était si monstrueuse, si précise dans sa cruauté, que personne ne pouvait en douter, surtout face à l'homme qui se tenait là, preuve vivante de sa propre résurrection. Le regard des invités passa de Samuel à Augustus, non plus avec curiosité, mais avec un dégoût profond. Le maître de la plantation était plus un homme puissant, mais un monstre démasqué. Si ce retournement de situation vous captive, montrez-le-nous avec un j'aime, et dites-nous ce que vous pensez de cette confrontation. Le coup de grâce ne vint pas de Samuel, mais d'une petite silhouette qui sortit de l'ombre, près de la grande cheminée. Était Thomas. Le visage pâle mais déterminé, il s'avança, et se posta aux côtés de Samuel, face à son propre père. Il ne pleurait pas, ne criait pas. Il regarda Augustus droit dans les yeux et dit simplement « C'est la vérité, j'ai tout vu. » Puis, il désigna les documents que tenait M. Dubois. « Et ce sont bien les papiers que j'ai pris dans son bureau, parce que je ne pouvais plus supporter de vivre avec ses mensonges et sa cruauté. » Pour Augustus, cette trahison de son propre sang fut plus dévastatrice que l'apparition de Samuel. Son fils, sa propre chair, venait de le condamner publiquement. Le dernier vestige de son autorité, l'image du patriarche respecté, vola en éclats. Il était plus seulement un criminel aux yeux de ses pairs, mais un père haï par son propre enfant, un échec absolu. La scène qui suivit fut la désintégration totale de l'univers d'Augustus Blackwood. M. Dubois, après un rapide examen des documents qui confirmaient la fraude, jeta les parchemins au visage d'Augustus en le traitant d'escroc et de barbare.
Ce fut le signal de la débandade. Les invités, horrifiés à l'idée d'être associés à un homme dont les crimes étaient maintenant exposés, se détournèrent de lui avec mépris. L'un après l'autre, ils quittèrent le salon en silence, laissant Augustus seul au milieu des ruines de sa propre fête. Les musiciens avaient disparu, les serviteurs étaient éclipsés. Le grand manoir, autrefois symbole de son pouvoir, était plus qu'une coquille vide, le théâtre de son humiliation publique et définitive. Il était financièrement ruiné, socialement détruit, et abandonné de tous, y compris de son propre fils. Le fantôme qu'il avait créé était revenu non pas pour le tuer, mais pour lui prendre ce qui lui était plus cher que la vie, son nom et son pouvoir. Samuel observa la scène sans aucune trace de triomphe sur son visage. Il n'y avait que la lassitude d'un homme qui avait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Sa vengeance était accomplie, non par le sang, mais par la vérité. Il avait détruit son ennemi en utilisant les propres failles de son orgueil et de sa malhonnêteté. Il se retourna, posa une main protectrice sur l'épaule de Thomas, et quitta le manoir sans un regard en arrière. Ils disparurent dans la nuit, laissant derrière eux un tyran brisé, murmurant des paroles incohérentes dans son salon désert. La structure de pouvoir de la plantation Blackwood avait été irrévocablement brisée par l'alliance improbable d'un homme revenu d'entre les morts et d'un enfant qui avait choisi la justice plutôt que le sang. Si cette histoire vous a impacté de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, de laisser votre j'aime, et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé. La chute d'Augustus Blackwood était la preuve que même la tyrannie la plus absolue finit par engendrer les instruments de sa propre destruction. La chute d'Augustus Blackwood ne fut pas immédiate, mais elle fut totale et sans appel. Après cette nuit humiliante, son monde s'effondra. Ses créanciers, menés par un monsieur Dubois implacable qui ne lui pardonna jamais la fraude, saisirent ses terres, son coton, et finalement le manoir lui-même. Les autres planteurs, terrifiés à l'idée d'être associés à un homme dont la barbarie avait été exposée de manière si spectaculaire, lui tournèrent le dos, le laissant isolé dans son propre enfer. Mais sa ruine la plus profonde fut intérieure. Abandonné de tous, il errait dans les couloirs vides de sa maison vendue, marmonnant des phrases sans suite, sursautant à chaque ombre. Son pouvoir, bâti sur une peur absolue, était évaporé lorsque la peur avait changé de camp. On raconte qu'il passait ses journées à fixer le monticule de terre près des champs, attendant le retour d'un fantôme qui ne viendrait plus jamais le tourmenter. Il mourut seul quelques années plus tard, ruiné et sombrant dans la folie, un simple nom oublié dans les registres du comté, un homme détruit non par la violence, mais par la vérité qu'il avait tenté d'enterrer. Loin de la Géorgie et du chaos qu'ils laissaient derrière eux, Samuel et Thomas entamèrent un long et périlleux voyage vers le nord. Guidés par les étoiles et aidés par le courageux réseau du chemin de fer clandestin, ils voyagèrent de nuit, se cachant le jour dans des granges, des caves et des forêts profondes, où chaque bruissement de feuilles pouvait signifier la mort. Durant ce périple éprouvant, leur lien improbable se renforça. Samuel, qui avait perdu ses propres enfants, devint une figure paternelle pour ce garçon qui avait trahi son propre père au nom de la justice. Il lui apprit à survivre dans la nature, à lire les signes du vent et du ciel. Thomas, de son côté, apporta à Samuel la lueur d'une innocence et d'une confiance en l'humanité qu'il croyait perdue à jamais. Ils étaient plus seulement un esclave en fuite et le fils de son maître. Ils étaient deux âmes brisées qui se reconstruisaient mutuellement. Deux survivants en quête d'un monde où la valeur d'un homme ne serait pas définie par la couleur de sa peau ou par son nom de famille. Sur les terres du Sud, une légende était née, se propageant plus vite que le vent dans les champs de coton. L'histoire de la chute d'Augustus Blackwood se murmurait le soir au coin du feu, de plantation en plantation. Mais ce n'était pas l'histoire d'un homme ruiné qui captivait les esprits. Était celle de l'homme qui était revenu de la tombe. On l'appelait le revenant de la fosse. On disait que son esprit veillait sur les opprimés, que son histoire était la preuve vivante, que même le pouvoir le plus absolu pouvait être brisé de l'intérieur. La tombe vide de Samuel devint un symbole d'espoir, un rappel silencieux que la justice pouvait littéralement ressurgir des profondeurs de la terre. Cette légende donna du courage à beaucoup, inspirant d'innombrables actes de résistance discrets, et semant une graine de peur dans le cœur des maîtres les plus cruels. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, et de nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Samuel et Thomas atteignirent finalement les États du Nord. Ils s'installèrent dans une petite ville de Pennsylvanie, un endroit où ils pouvaient enfin respirer l'air de la liberté, sans regarder constamment par-dessus leur épaule. Samuel trouva du travail comme charpentier,
un homme libre pour la première fois de sa vie, et il veilla à ce que Thomas reçoive l'eau, éducation qu'il n'avait jamais eue, lui offrant l'avenir que son propre père lui avait refusé. L'histoire de la plantation Blackwood devint un lointain souvenir, une cicatrice profonde qui rappelait le prix de la liberté. Elle laissait derrière elle une leçon puissante et intemporelle. La tyrannie, peu importe sa force, porte toujours en elle les germes de sa propre destruction. Elle nous enseigne que le courage ne se mesure pas à la force des poings, mais à la force d'une conscience qui refuse de se taire. L'alliance la plus improbable, celle d'un homme que l'on croyait mort et d'un enfant qui a choisi la justice par-dessus les liens du sang, a prouvé qu'une seule étincelle de vérité peut suffire à réduire en cendres un empire bâti sur le mensonge et la cruauté.